Bienvenue aux 20h, bonsoir à tous, le sommaire du journal. Les réformes se multiplient en faveur des petites et moyennes industries et entreprises pour faciliter l'investissement privé. Le raccordement gratuit à la SBEE et à la SONEB est envisagé par le gouvernement pour soulager les entreprises d'un certain standing. L'aménagement du territoire, outil indispensable au développement d'un centre urbain. Mais quels sont les instruments et les dispositions adéquats pour un aménagement efficace? On en parle dans ce 20h. Le Comité national olympique et sportif du Bénin fait le bilan de 2019 et les projections pour 2020. L'Assemblée générale ordinaire a réuni les acteurs sportifs pour mieux penser le développement du sport au Bénin. Puis avec nous dans ce 20h, le contrôleur général de police Saké Mohamed. Il est conseiller technique à la sécurité au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Bonsoir, monsieur le contrôleur général. Bonsoir, avec vous, tout à l'heure, nous parlerons de la 3e édition de la conférence de sécurité intérieure. Mais avant, découvrons quelques points de l'actualité. Après le raccordement gratuit à l'électricité pour les petites et moyennes entreprises et industries, c'est le tour de l'eau au ministère de l'économie et des finances. Les différents responsables des secteurs concernés étaient ce lundi face à la presse et aux opérateurs économiques. Il s'agit d'une mesure prise également pour accompagner davantage à la facilitation du climat des affaires au Bénin. La réforme est déclinée en 3 points. C'est une PME ou PMI qui veut souscrire une demande à la possibilité simplement d'aller sur notre site internet soneb.bj pour remplir un formulaire qui est aussitôt pris en charge au niveau de nos services, de nos agences à la direction générale de la SONEB. Un deuxième point de cette réforme que nous avons opérée, c'est justement la réduction du délai d'intervention pour donner satisfaction à ces PME. Aujourd'hui, nous avons tout mis en œuvre comme dispositif au niveau de la SONEB pour pouvoir satisfaire toute demande que nous aurons enregistrée dans un délai maximum de 6 jours. Et un troisième point de ces réformes, c'est justement la gratuité de ce branchement initial qui est désormais rendu effectif pour les PME et les PMI, en ce sens qu'il y a 2 types de compteurs qui répondent aux besoins des PME et PMI, ce que nous appelons le calibre 15 et le calibre 20. Ces 2 calibres d'ordinaire reviennent en termes de branchement à 105 000 et 110 000. Aujourd'hui, nous avons rendu cela gratuit, sauf justement la petite portion qui relève des droits de timbre, la caution sur consommation qui est de l'ordre de 12 000. Donc, en tout et pour tout, aujourd'hui, au lieu de payer 110 000, il n'y a que ces 2 petits montants, 2 400 plus 12 000, qui sont simplement à observer. Et ça, c'est parce que ce n'est pas sous le contrôle de la SONEB. Mais pour en être bénéficiaire, certaines conditions sont préalables pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Il faut que la PME en donne vraiment la preuve qu'elle en est une. Et deuxièmement, qu'elle soit propriétaire de ces locaux, en tout cas à travers un permis de construction. Même si ce n'est pas encore établi, si il donne la preuve que c'est en cours d'établissement, nous prenons déjà action là-dessus pour pouvoir avancer. Et en troisième lieu, il faudra que notre réseau soit à proximité, disons, du siège en question de la PME. Mais les gens investissent, ils créent de la richesse, ils emploient. Ces mesures qui font désormais du Bénin une terre d'investissement en ont. La création d'entreprises en ligne en 3 heures de temps, la réduction de 14 impôts, les facilités dans les paiements d'impôts, dans le domaine foncier, dans celui de la passation des marchés publics, les raccordements gratuits à l'électricité et à l'eau pour les petites et moyennes entreprises et industries et autres. Le chef de l'État et le gouvernement ont compris que nous ne pouvons véritablement aboutir au développement de ce pays que si seulement si nous arrivons à diversifier l'économie béninoise, nous arrivons véritablement à faire du secteur privé un pion essentiel. Et je crois que ces mesures sont prises pour encourager les opérateurs économiques, pour encourager les investisseurs à s'installer au Bénin, mais
mais avec un focus particulier sur les PME et les PMI. Donc on veut que les Béninois investissent. On veut que ce soit des Béninois qui soient à l'avant-garde du business au Bénin. Ce que l'État y gagne, c'est que quand nous avons plus d'entreprises qui investissent, c'est plus d'impôts pour les caisses de l'État. Et quand on a plus d'impôts, c'est plus d'écoles, c'est plus d'hôpitaux, c'est plus de bitume. Et par là, c'est le Bénin qui gagne, c'est le Bénin qui se développe et c'est le Bénin qui change. À toutes ces mesures s'ajoute la digitalisation à grande échelle des procédures administratives de l'État. Et dans le septentrion, l'axe Guessou-Sud-Sinandé sera bientôt bitumé. Les populations n'ont pas attendu la fin des travaux avant d'exprimer leur gratitude au président Patrice Talon. Une prière musulmane est organisée 24 heures après le lancement des dits travaux. Michel Dakou. À Sinandé, l'on n'a pas trouvé meilleure formule pour exprimer sa gratitude au chef de l'État. Peu avant le lancement des travaux de bitumage de la route Guessou-Sud-Sinandé, c'est la grande mobilisation à la mosquée centrale de la localité. Patrice Talon le mérite. Il le mérite pourquoi? Il a gardé l'amour pour Sinandé. Sinandé, tout d'abord, vous connaissez que c'est une commune enclavée. Bon, un président de la République qui est de foi comme Patrice Talon est arrivé ici, il a vu ce que nous vivons. Il a dit, il a promis, mais c'est une parole donnée qui veut être exécutée. Et cette prière est allée directement en sa direction par rapport à cette offre qu'il vient de faire pour, je dirais, la commune de Sinandé. La commune de Sinandé, qu'il vous souvienne, le 22 septembre 2017, une délégation était venue, dirigée par le ministre d'État Aboulaye Biachani, pour nous annoncer les intentions de son Excellence Patrice Talon par rapport au bitumage de la route Guessou-Sud, Fort-Bouré-Sinandé, d'une longueur de 59 km. Ce rêve est en train de se concrétiser. Ces intentions sont devenues en quelque sorte un début de réalité. 36 mois et ce sera la fin du calvaire des usagers de l'axe Guessou-Sud-Sinandé. Environ 59 km de route à bitumer pour un montant d'environ 59 milliards de francs CFA. Et il faut remarquer que la cérémonie de lancement des travaux de bitumage de la route Guessou-Sud-Sinandé a drainé du monde. Plusieurs personnalités y étaient également. Nous vous proposons ici quelques réactions. Je voudrais tout simplement en appeler à votre sens de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement pour la tenue de la noble promesse de bitumage de cette route Guessou-Sud-Fort-Bouré-Sinandé, longue de 60 km. En effet, le bitumage de cette route, dont le but est de désenclaver la commune de Sinandé et ses environs, est désormais une réalité tangible. Pour preuve, nous sommes ici, tous rassemblés pour procéder au lancement des travaux de bitumage de cette route Guessou-Sud-Fort-Bouré-Sinandé, qui paradoxalement n'est pas le fruit d'un intérêt économique du gouvernement du président Talon. Il est plutôt la tradition d'un réel intérêt affectif et politique du chef de l'État pour la commune de Sinandé et environ. Je veux dire autrement que c'est parce que le président Talon aime particulièrement notre chère commune que ce bel ouvrage sera réalisé pour le compte de nos braves populations. Vous savez, on reconnaît un bœuf par ses cornes. On reconnaît un homme digne de ce nom par la parole respectée. Le président Patrice Talon a un véritable don que Dieu a donné au peuple béninois. Si Patrice Talon n'existait pas, il fallait l'inventer. Les aveugles l'ont vu, les sourds ont entendu. Patrice Talon a reçu là où beaucoup ont échoué.
Je vous l'ai dit tantôt, le contrôleur général de police, Saké Mohamed, est ici avec nous sur ce plateau et c'est pour parler de la 3e édition de la conférence de sécurité intérieure. C'est bien ça, contrôleur général? En effet, madame la journaliste. Alors dites-nous, pourquoi une conférence sur la sécurité? Oui, effectivement, il faut dire que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de sécurité du pays, le ministère de l'Intérieur organise chaque année, ce depuis 2017, la conférence de sécurité intérieure. La conférence de sécurité intérieure est un cadre de dialogue entre les acteurs régaliens et non régaliens pour renforcer la collaboration entre ces acteurs-là et de se faire promouvoir la coproduction de la sécurité. Et il faut dire que dans le cadre de l'organisation de cette conférence, notre principal partenaire, c'est bien la fondation Hans Schedel, qui depuis la première édition est avec le ministère de l'Intérieur. Alors comment ça va se dérouler concrètement cette rencontre? La rencontre aura lieu à l'hôtel Golden Tulip demain, jeudi 5 mars 2020, à partir de 8h30. Et elle réunira, comme je l'ai dit, plusieurs acteurs. Lesquels déjà? Déjà, il faut dire que c'est une conférence qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur lui-même et qui aura à ses côtés le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. À côté d'eux, on attend tous les hauts responsables de la sécurité et de la défense, les préfets, des maires, mais également des membres de l'organisation de la société civile, des dignitaires religieux, mais également, surtout, je dis surtout, les promoteurs des radios communautaires et radios locales, parce que, comme vous le savez, c'est le meilleur, pour nous, c'est le meilleur canal pour pouvoir impacter les populations à la base et surtout les populations des zones frontalières que nous ciblons particulièrement par rapport à cette conférence. Il faut dire que la conférence, la 3e édition de cette conférence-là a pour thème le renforcement, d'abord le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent. Alors, ça va se faire comment? Je disais tantôt, c'est un panel de discussion, des sessions de communication, ou comment est-ce que ça va se dérouler? Il y aura des communications, il y aura également des panels, ensuite des groupes de discussion. Et qui sont les invités? On en a parlé tout à l'heure, vous avez dit les maires, les préfets, les élus locaux et qui d'autres? Les journalistes. Les journalistes également, et puis en fait tous les partenaires, il y a beaucoup de partenaires qui ont été ciblés. Rappelez-nous déjà le thème. Le thème, c'est bien le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent. Alors, et un appel à l'endroit de tous ces participants? Déjà pour les participants, nous espérons quand même qu'à travers les communications et à travers les discussions qui vont être faites lors de cette conférence-là, que nous pourrons avoir leur input afin que nous ayons des recommandations qui nous permettront de mettre en place, de renforcer le dispositif sécuritaire que nous avons et de prévenir aussi le pays de toute forme de violence. Et comme vous le savez, la violence, c'est forcément préjudiciable au développement du pays. Avant de vous laisser partir, contrôleur général, rappelez-nous, quand on parle de violence, de l'extrémisme violent, qu'est-ce qu'on entend par là? Je vous ai dit, c'est vrai que parfois il y a une petite confusion. L'extrémisme violent, c'est toute forme de violence, que ce soit les violences intercommunautaires, des violences qui sont liées au terrorisme et toute autre forme de violence qui se développe au niveau de la société. Alors, je le rappelle rapidement aux téléspectateurs, le rendez-vous c'est demain, jeudi 5 mars, à l'hôtel Golden Tulip, la conférence nationale sur la sécurité intérieure. Et le thème, c'est le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent. C'est ça. Merci beaucoup, contrôleur général. Restez avec nous. L'actualité ici se poursuit. C'est avec la première session de la commission environnement, eau et assainissement au titre de l'année 2020. Les travaux ont eu lieu à Boycon et le compte rendu de l'ouverture des assises, c'est avec Bernol Djogbe et Vitis Ahoré.
Cet atelier de 2 jours réunit les membres de la commission thématique environnement, eau et assainissement de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin. Les communes face à la gestion des inondations, c'est le thème de cette première session au titre de l'année 2020. En 2010, notre pays, le Bénin, a enregistré une inondation dont les dégâts ont été estimés à plus de 127 milliards de francs CFA. Devons-nous donc dépenser d'énormes ressources financières pour accéder à l'eau et dépenser autant après de fortes sommes pour en réparer les dégâts? Il n'est pas acceptable que pendant que nous nous battons pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, nous soyons par ailleurs pris en tenaille par les débordements de l'eau qui étaient normalement destinés à nous faire du bien. Environnement, eau, assainissement sont les thèmes d'une très grande importance. Nous sommes en plein changement climatique partout dans le monde. Et puis, je veux vous souhaiter tout simplement une bonne session. L'expérience de la commune d'Atiémé dans la gestion des crues du fleuve Mono, survenue en août 2019, fait partie des 3 communications au menu de cette rencontre. Et les conseillers de Parakou ont aussi tenu leur première session ordinaire de l'année au titre de 2020. 11 points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises. Il s'agit entre autres de l'adoption des activités du maire dans la période du 25 novembre dernier au 27 février 2020 et de l'adoption du plan directeur d'urbanisme de la ville à l'horizon 2034. Colombe Amadi Alessis Assoba pour les précisions. L'adoption du plan directeur d'urbanisme de la ville de Parakou figure en bonne place parmi les 11 points à l'ordre du jour de cette session. À l'unanimité des conseillers, il a été voté après l'adoption du compte-rendu des activités du maire. Premièrement, il a été question de suivre un résumé de travail fait par un cabinet relativement au plan au PDU dont le processus a été mis en œuvre depuis bientôt 2 ans et qui a suivi une méthodologie participative et puis inclusive. Et donc, au terme, il fallait avoir l'approbation des conseillers. Ce fut le cas. Les 25 conseillers se sont mis d'accord pour adopter ce document qui devrait être le tout premier document de planification. L'autre point qui a focalisé l'attention des élus est celui du projet de création de jardins botaniques à Parakou. Un projet porté par les praticiens du département du Borgou. Alors, cette association des guérisseurs traditionnels, comme on les appelle, qui a eu cette ingénieuse idée de création de jardins botaniques, du fait du constat amer qu'ils ont fait, à savoir la disparition de certaines essences végétales d'importance, puisque leur métier requiert qu'il faut l'utilisation des plantes qui deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, sur la base de leur idée, le conseil municipal de Parakou a pu retenir la création de 3 jardins botaniques à raison d'1 par arrondissement. Cette première session de l'année 2020 du conseil municipal de Parakou constitue la dernière pour la mandature en place. Occasion pour le maire de remercier tous les acteurs qui se sont impliqués dans l'exercice de la démocratie locale. Nous avons tous travaillé ensemble, tous. Au nom de mon prédécesseur donc, et en mon nom personnel, je vous dis simplement merci pour ces années de sacrifice et de dur labeur. Je dois également reconnaître et souligner votre attachement à la paix et à la cohésion sociale, car malgré nos différences politiques, nous avons réussi à travailler la main dans une ambiance bon enfant. C'est la preuve qu'autour des sujets de développement, nous sommes parvenus
à nous mettre au-dessus de la mêlée. Tout n'a pas été rose non plus. Certains résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que nous avons ouvert le chemin à la toute prochaine équipe qui pourra évoluer de manière rassurée au nom du principe de continuité de l'action administrative. Pour finir en beauté son mandat, le Conseil soutient l'Union des femmes conseillères dans l'organisation de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2020. L'aménagement des territoires, c'est la clé de développement de tout centre urbain. Un outil dont l'application pose souvent problème à cause de la non-maîtrise des dispositions y afférentes. Et quels sont ces dispositifs? La réponse, c'est dans cet élément signé William Choki. Le document existe. Il répond au besoin d'intégrer la dimension territoriale dans la politique et les actions d'aménagement et de développement. L'agenda spatial se positionne en tant que document de cadrage au niveau national et propose un cadre de cohérence pour les politiques sectorielles et locales. On a remarqué des insuffisances entre les décideurs et ceux qui aménagent et l'université. Donc nous faisons des propositions d'aménagement, des types d'aménagement, et on a vu qu'il y a un fossé entre ceux qui appliquent même et ceux qui proposent ces projets d'aménagement. Donc ça nous a permis d'échanger avec les acteurs. Mais aujourd'hui, le problème se pose avec une amarture urbaine désarticulée, incapable d'être le levier de développement local. En 2013, selon le recensement général de la population de l'habitat, le Bénin comptait des dizaines de centres urbains de plus de 5000 habitants dont le nombre ne cesse de s'accroître, une urbanisation subie et peu porteuse de développement. Aménager le territoire, c'est une politique volontariste et concertée. Donc on décide d'arranger ce qui existait pour aller vers le développement durable. Donc une situation, un ordre donné qu'il faut modifier, un ordre qu'on propose, mais qui est meilleur par rapport à l'autre. Donc lorsque vous voulez aménager le territoire, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles et s'assurer qu'il faut partager ça équitablement entre tous les acteurs de développement, tous les acteurs du pays, tous les acteurs du territoire. Le consensus a été bâti autour de la nécessité d'avoir un schéma d'aménagement qui définisse comment valoriser les potentialités des territoires pour concrétiser les choix de développement à long terme. Dans cette perspective, des options d'aménagement ont été retenues. Depuis l'agenda spatial, qui est le schéma, la planification spatiale de départ, on a maintenant identifié les plans de développement national, le programme d'action du gouvernement et maintenant les schémas directeurs d'aménagement des communes, jusqu'à l'affectation des sols où on affecte une fonction à chaque partie de l'espace qu'on veut administrer. Et lorsque vous affectez maintenant, vous prenez un test pour protéger cette affectation-là. Ces options ne constituent pas des scénarios alternatifs, mais doivent être considérées comme de grandes orientations complémentaires. Elles ont été définies selon les principes de la vision proposée dans le cadre stratégique local, lequel s'appuie sur les travaux de Bénin 2025 à l'AFIA. La semaine gastronomique annuelle du restaurant Les Trois Mousquetaires de Cotonou prend cette année une allure particulière. Couplée avec la célébration de la Journée internationale de la femme, elle offre l'occasion à 4 chefs cuisinières internationales de mettre leur savoir-faire au service des clients du restaurant pour quelques jours. Les précisions, c'est avec Estelle Dokbonou et Louis Koudogbo dans ce public reportage. Cuisine plurielle. 4 chefs internationaux pour 4 voyages gustatifs d'exception. C'est une initiative du restaurant Les Trois Mousquetaires situé au quartier Ganhi de Cotonou. Durant une semaine, la semaine gastronomique, ces 4 chefs cuisinières venus de 4 coins du monde vont s'associer à leurs homologues des Trois Mousquetaires pour offrir aux papilles gustatives des clients des saveurs inédites. C'est dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme que nous avons l'idée de faire venir à Cotonou 4 chefs, une française, une sud-africaine, une japonaise et une béninoise de Marseille. Et tout ça pour magnifier la femme. Cette année, nous avons pensé aux femmes parce que quand on parle de chefs, on pense qu'il n'y a que des hommes. Mais il y a beaucoup de femmes chefs et il faut les célébrer, les honorer.
Les chefs cuisinières se réjouissent de l'initiative et de l'honneur qui leur est fait. Je suis ravie d'être au Bénin. C'est une première pour moi. L'Afrique, je ne connaissais pas. Et je découvre, j'adore. J'ai l'impression d'être en Provence parce que quand on est allé au marché, j'ai retrouvé les produits de chez moi. Ça va de l'aubergine en passant par la courgette, le basilic, l'origan. Donc je ne suis pas du tout dépaysée. L'idée, c'est qu'on se réunisse tous, en fait, toutes, mais en même temps, chacun a des origines différentes. Moi, je suis japonaise, ça fait 20 ans que je suis en France. Donc, chacune devait, entre guillemets, par la suite, faire un événement à son pays natal. Alors moi, comme je suis béninoise, j'ai décidé de réinterpréter certains plats béninois, dont le kouété. Donc le kouété, en fait, là, je vais le travailler en entrée. Donc je fais un kouété traditionnel. Et juste après, j'enlève la viande et je le sers avec un œuf mollet et une émulsion de pommes de terre fumée. Je vais également travailler nos gambas, parce qu'on a de très belles gambas à Cotonou. Initiée en collaboration avec le réseau de téléphonie mobile MTN, cette semaine gastronomique s'achève le 8 mars à l'occasion d'une soirée festive à la salle Le Majestic de Figerousset. Un clin d'œil politique avec les responsables et les militants de l'Union progressiste du 11e arrondissement de Cotonou qui se formulent les vœux pour une année politique 2020 réussie. Ils ont organisé le dimanche 1er mars une rencontre au siège de leur parti à Bégamé, suivant les précisions avec Wenceslas Aouimon et Jérôme Humbo. Mieux vaut tard que jamais. En ce début d'année 2020, les responsables progressistes du 11e arrondissement de Cotonou se sont présentés les vœux. Vous savez que dans quelques semaines, nous irons aux élections. Donc, c'est également un moment d'échange avec nos militants à la base. Depuis quelques semaines, vous verrez que d'arrondissement en arrondissement, il y a ces manifestations festives, n'est-ce pas, avec la base. Ça a été fait au 12e, le week-end dernier, à Akpakpa, ainsi de suite. Donc, c'est pour sacrifier, n'est-ce pas, à ce rituel que nous nous retrouvons. Ceci a été fait, n'est-ce pas, sous l'égide de la coordination UP du 11e arrondissement. Je leur souhaite une bonne année, une année de combat, parce que nous allons bientôt aux élections et vous avez recueilli, n'est-ce pas, tout leur engagement. Au nom de la jeunesse, je prends l'engagement de travailler encore davantage à partir de maintenant pour l'ouverture et le rassemblement de nos amis jeunes leaders afin que l'Union progressiste s'enracine profondément les quartiers du 11e arrondissement pour être encore plus utile dans sa mission d'intérêt général. Les représentants des différentes couches de la société ont tour à tour dit leur approbation de l'initiative. La rencontre tire sa particularité de l'organisation en vue des scrutins communaux et municipaux. Lorsque vous êtes dans des circonstances pareilles, il est nécessaire de communiquer avec les militants là-bas, de leur donner les directives, c'est-à-dire les informations que nous avons reçues au sommet. Eux, ils ne sont pas en réunion au plus haut niveau, donc il est de notre devoir de les appeler, de les inviter à des séances, à des occasions d'animation et de communication. Et vous savez, lorsque vous organisez une fête quelque part, le message passe très bien. Moi, je voudrais demander à chacun de nos responsables, puisque nous sommes au niveau arrondissement, il y a aussi des cellules de quartier, des ligues de quartier. Nous demandons à chaque leader, à chaque représentant de groupe organisé du parti de bien vouloir, à partir de ce jour, comme l'a dit tout à l'heure le président Abraham Zizilokwe, demain, c'est le travail qui commence. On est en fait aujourd'hui pour se présenter les vœux, mais à partir de demain, nous leur demandons véritablement de procéder dans un premier temps à l'enregistrement en ligne pour pouvoir s'assurer que ces militants-là sont effectivement inscrits dans la base de l'Union progressiste. Sans quoi, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ne serait que peine perdue. Réjouissance et animation ont marqué les retrouvailles. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité du ministère de l'Industrie et du Commerce a procédé mardi à la vérification du pont de l'usine de la Société de développement du coton Sodeco Parakou 2. Au thème des opérations, il ressort que le pont répond aux normes exigées pour l'équité entre acheteurs et producteurs de coton. Théodore Gandjeko et Abloy Mouni Yakoubou nous en parlent. Cette opération de vérification du pont tire sa source du décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure en République du Bénin.
Les résultats sont concluants à l'usine Sodeco 2 de Parakou. Sodeco Parakou 2 avait déjà fait l'objet donc de la vérification périodique avant la campagne cotonnière. Et donc au cours de la campagne, il fallait venir voir si l'équipement continue de bien fonctionner. On a posé des masses étalons, qui sont des masses de référence, de 10 tonnes. Et sur l'équipement, on a relevé 10 tonnes tant au niveau donc de la partie mécanique que de l'afficheur électronique associé. Ce qui montre que effectivement l'équipement continue de bien fonctionner et que ça répond aux prescriptions légales. Pour la transparence, acheteurs et producteurs du coton participent à la séance. Ils expriment également leur satisfaction au terme de l'opération. Nous sommes tous contents parce que nous sommes là pour veiller à ce que nos cotons soient bien pesés. On regarde d'abord pour voir est-ce que les poids que vous avez mis sur le pont correspondent à ce que nous voyons sur le tableau. Et oui, nous confirmons que c'est juste. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité confirme la fiabilité des résultats obtenus dans les différentes usines. Nous avons commencé par Kétou, en passant par Hagoumé, Avogmana, Boykon, Bembereke, Parakou 1, Glazoué, Savalou et nous sommes là à Parakou 2. Il me plaît de dire aux producteurs que à la fin de cette série de contrôles, nous pouvons les rassurer que tous les ponts que nous avons parcourus travaillent et sont en bon état de fonctionnement. Ces activités de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité du ministère de l'Industrie et du Commerce rassurent acheteurs, producteurs du coton et transporteurs pour une relation équitable. L'ANM, bien qu'étant une structure de l'État, est une structure autonome et qui est chargée de faire l'arbitrage. Avant qu'on ne commence ce travail sur les ponts des usines, on l'a fait précéder par un travail sur les ponts routiers pour qu'il n'y ait pas de défaillance entre les ponts des usines et les ponts routiers. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité poursuit sa mission pour la sérénité des acteurs dans le secteur du coton au Bénin. Nous sommes dans le secteur de l'éducation à présent. 23% des cas de grossesse sont enregistrés chaque année dans les collèges et lycées du département de la Donga. Et cette statistique de la direction départementale de l'enseignement secondaire préoccupe plus d'un. Et pour inverser la tendance, la fondation Mère Taïra a vu le jour à Djougou et elle a pour objectif principal de contribuer à la scolarisation de la jeune fille. Simon Vignon, Pierrette Adanyossi pour le point. Tout à l'heure, toujours vers 20. Mais maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Toujours, c'est les 5. Elle vient en retard, puis voir, elle n'est pas encore là. Tu vois ce que je dis? Elle ne fait que vomir. Elle vient, elle dort. Je doute qu'elle est enceinte. Plus de 358 jeunes filles tombent enceintes en pleine année scolaire dans la Donga. Un phénomène qui constitue un frein à l'éducation et porte atteinte au développement du département. Voilà pourquoi la Fondation Mère Taïra sonne la révolte contre le fléau. Le taux de scolarisation de la jeune fille demeure faible, à en croire les statistiques, notamment dans la région septentrionale de notre pays, et cela en partie à cause de l'augmentation des grossesses en milieu scolaire et dans nos centres de formation. Face à un tel constat, se pose la question de savoir comment prévenir les grossesses scolaires et dans les centres de formation afin de juguler les nombreux cas d'échec scolaire des jeunes filles et contribuer efficacement à la sensibilisation pour que la scolarisation et le maintien de la jeune fille dans le système éducatif soient vraiment réels. Le leitmotiv de ce nouveau creuset, c'est l'épanouissement des apprenants. Courant 2019, selon les enquêtes, au cours des 9 derniers mois, 358 filles ont été enceintes. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils deviennent des grands quelqu'un, comme on le dit, mais pas qu'elles deviennent des mères précoces. Depuis ce jour, j'ai eu le déclic. J'ai dit non,
On doit travailler sur ça afin d'éradiquer ce fléau complètement. Notre objectif à atteindre, c'est 0 grossesse en milieu scolaire. Nous pensons que c'est une lutte commune. Ce n'est pas seulement la ville de Djougou. La fondation parle de la Donga et dans un futur très proche, la fondation veut couvrir toute l'étendue du territoire national. Les apprenants, principaux futurs bénéficiaires des actions de la Fondation Mère Taïra, saluent sa naissance. Au second cycle, sur 50 élèves, peut-être c'est 5 filles. Et si on demande après les autres, avec qui tu as commencé depuis la 6e, c'est qu'elles se sont mariées, elles sont tombées grosses. Avec celle que moi j'ai commencé, on n'est que 2 à continuer jusqu'à présent. C'est décourageant. C'est une bonne initiative que Madame Taïra a prise. Vous avez vu les chiffres qu'on a avancés aujourd'hui. Il y a bien le besoin d'éradiquer ce phénomène-là. La Fondation Mère Taïra entend aussi s'investir dans la lutte contre les abus sexuels et la traite des enfants. Sa devise, ensemble, nous pouvons éradiquer les grossesses en milieu scolaire et parascolaire. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, la Journée internationale de la femme, le collectif des associations et clubs services féminins du Bénin organise une campagne de dépistage de cancer de sein dans certains centres hospitaliers et marchés de la ville de Cotonou et ses environs. Objectif, prévenir le cancer du sein. 24 heures après l'annonce des grandes tendances de l'évaluation des fédérations sportives, la famille olympique se retrouve, mais cette fois-ci pour un exercice traditionnel. L'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif béninois, un moment de reddition de comptes. Le numéro 1 de l'institution ne déroge pas la règle et présente minutieusement le rapport moral avec en conclusion la bonne nouvelle. Prenant les rênes du CNOS Ben en avril 2013, nous annoncions de doter l'organisation d'un nouveau siège plus digne qui reflète toute l'importance qu'elle requiert. Aujourd'hui, non seulement que le domaine susceptible de l'accueillir ou d'accueillir une telle infrastructure est palpable et s'étend sur une superficie de 2 hectares, mais aussi et surtout que les études architecturales sont à présent terminées et sont désormais disponibles. Le bilan des activités menées au cours de l'année 2019 est également dressé avec de grands espoirs pour la participation d'une plus grande délégation béninoise aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous passons à la formation des cadres techniques et à ce niveau, l'année 2019 a vu l'organisation de 2 stages de formation niveau 1 des entraîneurs béninois grâce au soutien de la solidarité olympique. Il s'agit du baseball, softball et de la gymnastique. Cela a permis à la Fédération béninoise de baseball softball de disposer de 28 animateurs sportifs ayant maîtrisé les connaissances de base. Parmi eux, 23 ont obtenu la certification niveau 1 au thème de la formation qui a été dirigée par l'expert canadien Michael Allan René de la World Baseball Softball Confederation. En 2019, les boursiers olympiques ont tous contribué et continué de bénéficier du soutien de la solidarité olympique. Pour réitérer la transparence qu'il prône dans sa gestion, le comité olympique a mis tous ses membres au même niveau d'information quant à la gestion des ressources financières. Subvention de l'État, 100 millions. Fonds, 1 100 000, soit un total de 101 100 000. En termes de pourcentage, l'État nous a octroyé, à travers le ministère des Sports, nous a octroyé 99% des subventions, le fonds 1%. 2019, une année où le comité olympique aura tourné à plein régime, laisse place à une année 2020 dont les ambitions sont encore plus grandes au niveau de l'institution.
Ben voilà, autant pour nous. Vous venez plutôt de suivre l'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif du Bénin. Les travaux se sont déroulés le dimanche dernier au siège de l'institution et il s'est agi, entre autres, de faire le bilan moral, financier et celui des activités menées au cours de l'année 2019, mais aussi de faire plusieurs projections pour l'année en cours. Et c'était un reportage signé Bruno Swahili et Ramatou Lawani. Quant à la campagne de dépistage du cancer du sein organisée par le collectif des associations et clubs services féminins du Bénin dans le cadre de la célébration du 8 mars, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Fin des manifestations entrant dans le cadre du week-end national des arts et cultures scouts. C'est la chapelle du collège catholique Père au Pied qui a abrité la messe de clôture célébrée par l'archevêque de Cotonou, et le parcours du scoutisme catholique béninois a suscité louanges et admiration. 90 ans d'existence du scoutisme catholique au Bénin, célébré avec faste à travers le week-end national des arts et cultures scouts. Une commémoration dont l'acte final des manifestations est cette célébration eucharistique au cours de laquelle le clergé salue les efforts du scoutisme dans l'animation de la vie de l'Église catholique au Bénin. Depuis que le scoutisme a été créé au Bénin en 1929, le scoutisme s'est donné toujours cette finalité de former la jeunesse, formation à la fois humaine, pratique, morale, civique, chrétienne. En ce premier dimanche de carême, l'homélie du jour était celle de l'exhortation à un comportement selon le modèle divin pour s'attirer toutes les grâces. Plus de 2500 scouts béninois venus de tous les diocèses du territoire national ont animé le week-end national des arts et cultures scouts avec plusieurs activités conformément au thème retenu: promotion et protection des droits des personnes handicapées. Le mercredi et le jeudi, nous avons organisé une formation, une descente dans un centre de handicapés, puisque nous avons placé le thème du week-end sous le signe de la promotion des droits des personnes handicapées. Donc c'était cela mercredi, jeudi. Vendredi, nous avons organisé un géant concert en hommage à Vivi l'International, puisque nous avons profité aussi pour célébrer à notre manière les 30 ans de la conférence nationale à la demande de nos évêques. Et hier, enfin, nous avons donné la possibilité à nos jeunes d'exprimer leur talent à travers ce que nous avons appelé le week-end des arts et de la culture, où des compétitions ont été organisées, les jeunes ont compéti, les gagnants ont été primés. Et donc aujourd'hui, c'est la messe de clôture présidée par Monseigneur l'archevêque qui met fin aux festivités entrant dans le cadre de ces 90 ans. La messe de clôture du week-end des scouts béninois a été l'occasion de décerner les prix aux plus méritants dans les différentes compétitions organisées et au cours desquelles plusieurs talents ont été révélés. Et c'est aussi la fin de ce 20h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h William Tchoki pour la dernière édition du jour.